Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour Minnesota 2024? Bon, alors elle est un peu décevante parce qu'elle n'est pas très originale, mais je me suis dit qu'il fallait quand même en parler. Donc la deuxième stat, c'est 108.9, c'est le defensive rating des Wolves, qui était le meilleur de NBA, et de très loin, puisque le deuxième était à 111.5. Et bon, alors je le complète quand même en disant que en playoff, ce defensive rating est descendu, a baissé à 112.9, ce qui est vraiment moins bien, et qui était le 10e de la ligue. Donc la défense a un peu moins tenu le coup en playoff. Mais bon, le fait est que si les Wolves ont fini cette saison-là, c'est parce que leur défense était une défense d'élite et de très loin la meilleure de NBA. Et parce qu'ils n'avaient aucun point faible en défense cette année, en tout cas en saison régulière. Si je peux me permettre, Rafa, c'est aussi normal que le defensive rating soit moins bon en playoff, puisque t'affrontes pas Portland, Washington, Orlando, Atlanta, t'affrontes que Denver cette fois, plus Dallas, enfin t'affrontes que des bonnes attaques, quoi. Donc le chiffre est peut-être aussi à relativiser. C'est pas comme si la défense était effondrée, c'est juste que vous avez aussi rencontré des équipes, des attaques bien meilleures en fait, mécaniquement. Ouais, t'as tout à fait raison. Ce qui est plus, ce qui pose peut-être un peu plus question, c'est le rang. C'est-à-dire que c'était pas du tout la meilleure défense de NBA en playoff. Alors bon, ensuite, c'est sur les rangs en playoff, faut faire gaffe, parce qu'il y a des équipes qui sont bien classées alors qu'elles ont joué que 5 matchs ou 6. Quoi. Donc ça dépend des match-ups. Je pense, enfin j'ai pas fait le calcul, j'ai pas vérifié, mais que les Wolves étaient meilleure défense après le premier tour, parce que vraiment les Suns n'arrivaient absolument pas à marquer. Donc c'est plus sur un ou deux matchs contre Denver que là il y a eu, on a pris 120 ou 130 points, et sur la série contre Dallas où c'était plus compliqué. Mais bon, donc c'est moins révélateur en tout cas que la stat sur 82 matchs et sur toute la saison. Et donc je la complète juste parce qu'en fait j'ai pas tant de choses à dire sur cette stat à part que bon voilà, ils étaient bons en défense. À part que ça défend bien. Voilà, c'est de très très loin la première en défense sur demi-terrain, donc half court, 92.4 points encaissés par 100 possessions, et la quatrième en transition. Mais c'est vraiment une défense qui est structurellement solide sur demi-terrain. Ce qui n'est pas toujours le cas, enfin si, souvent les bonnes défenses le sont, structurellement solides sur demi-terrain, mais il y en a beaucoup aussi qui ont cette capacité à complètement supprimer la transition des autres équipes. Et là, c'est un peu le cas, mais pas que. Les Wolves avaient cette capacité à forcer des turnovers, à protéger le cercle. Et ça, c'est dû à deux choses. Hein. C'est évidemment Rudy Gobert. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de passer un quart d'heure sur lui parce qu'on sait tout ce qu'il apporte. Et puis, ce qu'il n'y avait pas à Utah avec Rudy Gobert, c'est d'avoir 3 voire 4 joueurs d'élite sur le périmètre pour forcer les turnovers qui sont très difficiles à passer, donc Edwards, McDaniels et Alexander Walker, qui de ce point de vue-là est vraiment une révélation, qui défensivement a été extraordinaire, plus Kyle Anderson, qui est vraiment un très très bon défenseur, un peu surestimé, mais un peu sous-estimé, pardon. J'ai eu peur. Ouais, c'est un peu moins spectaculaire parce que c'est moins du 1 contre 1 ou comme Edwards ou McDaniels où on donne l'impression qu'il enveloppe complètement le défenseur, mais c'est un défenseur absolument d'élite off-ball, très intelligent, un peu comme pouvait l'être Robert Covington à une époque. Et donc ce personnel-là, plus Mike Conley qui est très intelligent lui aussi, même s'il a plus de limites physiques, fait que c'était vraiment très très compliqué de scorer contre les Wolves. Et ça, croyez-moi, je n'en reviens toujours pas de pouvoir avoir une équipe des Wolves qui défend comme ça, parce que j'ai à peu près jamais vu ça, sauf avec 20 matchs à l'époque de Robert Covington, justement. Tu as connu des raquettes Kevin Love, Michael Beasley, hein, on le rappelle, notamment. Quoique je dis ça, mais il doit y avoir pire encore, hein, peut-être, non? Kevin Love, Darko Milicic, c'était aussi... Darko, ouais, c'est vrai. Je pensais à Pekovic, mais Pekovic n'était pas le pire de cette période-là, finalement, donc ça va. Mais non, mais alors, effectivement, j'ai des stats aussi là-dessus, mais ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que, tu vois, tu parles des chiffres qui, en playoff, encore une fois, sont pas dans les meilleurs de NBA, en tout cas pas sur les playoffs, avec les nuances que tu as apportées aussi certains, ces petits échantillons, ils ont juste fait 4 matchs ou autre. Donc, ils n'ont pas le premier defensive rating de NBA sur ces playoffs, mais en même temps, quelle autre équipe avait les outils pour arrêter Denver défensivement?
il y avait des équipes qui, je pense, pouvaient battre Denver, peut-être. Peut-être que le spacing de Boston, notamment, aurait pu gratter des points et comment dire, faire du mal à la défense de Denver. Mais quelle défense avait les outils pour vraiment stopper à ce point et poser autant de problèmes à l'attaque de Denver? Ben honnêtement, j'en vois pas trop, quoi. Et pour moi, c'est aussi, c'est un peu malheureux pour Denver. Tant pis pour eux. Alors, en plus, ils auraient pu gagner la série s'il n'y avait pas un peu gâché la deuxième mi-temps du match 7. Mais je veux dire, tu vois, c'est aussi une question de fit, les match-up en play-off. Et pour moi, le fit était absolument parfait et personne d'autre ne possédait ses atouts pour à ce point freiner Denver, c'est-à-dire donc à la fois un pivot, c'est marrant parce qu'on a fait beaucoup sur Jokic qui met beaucoup de points face à Gobert. Oui, alors c'est quand même un peu plus complexe que ça, quoi, parce que soit Towns était en 2 contre 1, donc Towns il avait l'aide de Gobert quand c'était Towns qui était sur Jokic, et c'était un peu ça le plan, et quand ensuite ça a changé pour pas faire de prise à 2, on a mis Gobert sur Jokic. Ok, il s'est fait un peu avoir, mais en même temps qu'il se fait pas avoir par Jokic, donc c'est un peu là-dessus, il faut faire attention à comparer les chiffres des défensifs de Towns qui était en 2 contre 1 ou alors Gobert qui était en 1 contre 1, c'est pas pareil. Mais voilà, il y avait un peu ce truc pour moi où Denver serait tombé contre OKC, contre Dallas au deuxième tour. Je pense qu'ils les auraient assez facilement, peut-être pas assez facilement, mais ils auraient posé beaucoup plus de problèmes parce que personne ne peut gérer Jokic. Là, la force de Minnesota, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a un peu ce double truc, quoi. C'est défense au poste, défense intérieure et aussi défense d'élite dans le périmètre, qui est vraiment un profil unique en NBA à mon sens, quoi. Oui, et puis c'est vrai que mine de rien, dans le parcours en playoff, tu rencontres Phoenix, Denver, Dallas, qui sont tous les 3 des équipes qui sont, j'avais vérifié, mais je crois que j'ai les chiffres là, oui, 5e, 8e, 9e attaque de la NBA. Donc forcément, même si tu es très bon en défense, tu vas prendre des points. C'est pas comme si tu rencontres, je sais pas moi, Orlando. C'est pas pour critiquer Orlando que je dis ça, mais on sait bien qu'Orlando, leur point fort, c'est pas l'attaque, c'est la défense. Ouais. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis l'effectif avait été construit justement pour être le match-up parfait contre Denver. Et le fait est que ça a marché. Et qu'on avait vu d'ailleurs dès l'an dernier que dans la série de playoffs, certes elle est perdue 4-1, mais que c'était sans doute l'équipe qui avait posé le plus de problèmes en termes de match-up à Denver. Parce qu'il y avait quelque chose là qui gênait profondément la relation Jokic-Murray, et qui arrivait aussi à complètement neutraliser le shooting de Caldwell Pope notamment. Donc je pense que en tout cas, même s'il y a eu des petits problèmes dans cette aventure en playoff de cette année, ça contredit l'idée, qui était un préjugé, qu'une défense organisée autour de Gobert était élite en saison régulière, mais était inefficiente en playoff. Il y a plein de gens les plus intelligents et qui se contentent pas de répéter les préjugés disaient mais c'est pas vrai, même avec Utah c'était pas vrai que c'était la faute de Gobert. C'était la faute des autres parce que c'est difficile de bien défendre quand t'as Joe Ingles, Donovan Mitchell et je ne sais plus qui. Mais le fait est que là ça a été une preuve très claire. Gobert a pas fait du tout de mauvais playoffs, il a fait de bons playoffs. Sa présence a été cruciale contre Jokic et même je trouve contre alors contre Phoenix c'est sûr, mais même contre Dallas, il n'y a pas grand chose à reprocher à Gobert. Le problème restera toujours la question de l'attaque avec la présence de Gobert et de comment faire pour que tu aies une attaque qui soit suffisamment efficace quand tu as un complet non-shooter qui en plus n'est pas très très habile de ses mains et qui n'est pas un bon passeur dans ton 5 majeur et que tu dois garder 35 minutes sur le parquet parce qu'il est tellement bon en défense. Mais je pense qu'au moins là c'est une réponse très claire et qui va un peu faire du bien sans doute à la réputation de Gobert qui, je sais pas trop pourquoi, est une sorte de souffre-douleur de la communauté NBA. Bon, on va pas détailler pourquoi, mais effectivement, je pense que le fait qu'il soit pas américain, le fait qu'il s'est pas posé un dribble, les autres joueurs l'aiment pas trop non plus. Bref, je sais pas trop. Mais non, mais comme tu dis, on a déjà parlé avec sur le Basket Lab avec, plein de fois, mais notamment avec Jérémy qui était venu nous présenter un article et voilà, on expliquait que en fait les équipes de Utah c'est surtout en attaque que ça calait
parce que finalement les performances défensives, même face aux Warriors, même face aux Rockets de James Harden, mais relativement à la moyenne, était plutôt pas mal. Le problème de Utah, c'est que au début c'était une équipe qui était défensive, qui ensuite a fait sa mutation vers de l'attaque, et donc au début les équipes étaient défensives et c'est l'attaque qui calait, hein, c'est Rubio, etc. C'est cette période-là où ça manquait un peu d'attaque, hein, très simplement. Et après, oui, tout ce qui est la période d'après où la métamorphose en équipe offensive a été faite. Bah ouais, quand t'avais que Gobert qui faisait la rotation, mais qu'ensuite personne venait aider celui qui aide, la série contre les Clippers 2021 notamment, ouais, c'est un peu plus compliqué, mais on en avait parlé en plus tous les deux l'an dernier. On avait fait un épisode stade de la saison sur les Wolves, et on avait dit, ben ouais, finalement, c'était quand même pas si mal que ça, quoi. Et c'est peut-être un peu tôt pour parler de déclin, d'échec ou quoi que ce soit, quoi. Peut-être on va peut-être laisser un peu de temps au temps, quoi. Et tu vois, sur la série contre Dallas, je pense que ça n'a pas assez été dit, pardon. Mais pour moi, le problème vient pas de lui. Le problème vient que tu as deux éléments qui ne peuvent pas switcher. En fait, tu as Karl Anthony Towns qui ne peut pas trop switcher, et Conley aussi. Et ce qui fait quelle a été la conséquence, c'est que tu pouvais pas jouer autant avec les match-ups. Déjà, tu pouvais pas switcher. Déjà, très simplement, et tu peux pas autant jouer avec les match-ups, et notamment ce qu'on a vu, c'est que c'est une série où Gobert n'a pas du tout été utilisé en safety défensif, tu sais, en roamer, où on le met sur un petit, on le met sur un non-shooter, et puis il peut rôder autour du panier et venir aider. Là non, là niveau match-up c'était compliqué, donc on a été obligé de le laisser sur un intérieur, et donc forcément il était impliqué sur les pick and roll, et donc bah oui, forcément il devait gérer les 1 contre 2, aussi pourquoi, parce que en premier rideau, on l'a déjà beaucoup développé, mais en premier rideau t'avais pas quelqu'un d'assez costaud pour repousser en premier rideau Doncic suffisamment, et donc voilà, le drop est quand même un peu plus complexe que juste Dallas a marqué et donc c'est la faute de Gobert. Non, le fait est aussi que tu vois, OKC aussi faisait un drop, mais ça passait parce que Lou Dort en premier rideau, bah, ça réussissait à repousser juste assez Doncic, quoi, niveau physique. Oui, c'est là où McDaniels, qui est un excellent défenseur, est un peu léger face à Doncic. C'est pas le super bon match-up parce que par Dort et McDaniels, Dort il est énorme. Daniels, il est encore un peu tout fin, quoi, et je pense pas qu'il devienne énorme un jour. Et son gros point fort à Adam Daniels, c'est cette capacité à, malgré sa taille, à envelopper les joueurs, même en sortant des écrans. Et il a cette capacité à bouger autour de l'écran qui est vraiment incroyable. Mais face à Doncic, c'est pas forcément ça qu'il faut, c'est comme tu le dis, le repousser. Et là, il y avait pas le match-up, parce que même Alexander Walker, il est trop petit, Edwards, il peut pas tout faire, il fallait qu'il gère Irving aussi. Et bon, c'était pareil, il est peut-être un peu petit pour ça, c'est dire, parce qu'il est quand même bien costaud, Edward. Mais c'est pour ça que Anderson a été sorti sur cette série beaucoup plus que celle d'avant, où c'était Nickel Alexander Walker qui a été une peste défensive sur Jamal Murray, et contre Doncic, on a ressorti Kyle Anderson, du coup. Oui, parce que c'est une défense extérieure qui mine de rien, est beaucoup basée sur la mobilité, plus que sur la force. Et c'est là où, bon voilà, se pose la question du... Parce que parfois, souvent, on a l'impression que c'est sur Doncic, c'est aussi des postes 4 mobiles qui sont capables de défendre sur lui. Lou Dort étant l'exemple type. Alors, il n'y en a pas beaucoup des Lou Dort. Hein. Et c'est là où aussi Towns est incapable de faire ça. Towns a fait une bonne saison défensive. Vraiment, il est plutôt épatant de ce point de vue-là depuis que Gobert est arrivé. Mais il n'est pas capable de faire ça. C'est normal. On peut pas... J'essaie de regarder là au niveau des free agents disponibles actuellement au moment où on enregistre, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mecs très costauds pour t'aider dans ce niveau-là. Non, mais tu vois, un Derrick Jones par exemple, qui pose toutes sortes d'autres problèmes. Bah, il a cette capacité-là, ou même PJ Washington, c'était pour moi l'un des grands points forts en fait de cette équipe. C'est ce duo qui a cette capacité à la fois à switcher puis à être très costaud, à tenir des joueurs, des ballons de l'heure, eux aussi très costauds, quoi. Ce qui serait marrant, c'est que tu ailles chercher Grant Williams là-dessus. Grant Williams, si tu le fais jouer contre Dallas, à mon avis. Mais c'est pour ça que je suis même pas sûr qu'ils y gagnent tant que ça d'avoir pris Klay Thompson et d'avoir lâché Derrick Jones, en tout cas du point de vue du système, de la structure de Dallas, mais bon, c'est pas le sujet. C'est un autre débat. Effectivement. Mais alors, tant qu'on est dans la défense, je peux caler ma deuxième stat du jour, moi. Moi, c'est 5. Justement, c'est 5 parce que Minnesota était 5e en termes de turnover créé, de pourcentage de turnover défensif, donc les interceptions, très simplement. Et c'est vrai que c'est... Pourquoi je cite ce chiffre? À mon avis, il est extrêmement intéressant. Bon, on l'a dit, première défense de NBA, sachant que l'an dernier, ils étaient 8e. Hein, et donc de 8 à 1,
comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gratté un peu de valeur un peu partout. Et ils se sont améliorés dans pas mal de domaines, notamment ils autorisent encore moins de tirs au panier qu'avant, que l'an dernier, donc de 35% autorisés à peine 30% de tirs adverses qui étaient pris au panier. Donc ça c'est bien. Au niveau de l'efficacité aussi, l'efficacité autorisée au panier, elle est plus petite qu'avant, donc de 65 à 62. Les chiffres, on les connaît pas trop, mais en gros, de 8e meilleur de NBA à 2e meilleur de NBA. Donc voilà, ça pose aussi l'amélioration dans plein de domaines différents. Fréquence au panier, efficacité au panier, les lancers francs aussi, qui est peut-être une amélioration assez notable, de 26e de NBA sur 30 en termes de lancers francs autorisés à 15e. Et puis un autre aspect aussi où la défense est meilleure, c'est toute la catégorie des putbacks en fait. Donc tout ce qui est rebond offensif, où là l'amélioration par rapport à l'an dernier est assez notable puisqu'il passe de 26e à 10e cette saison, ce qui est donc largement meilleur. Demi-terrain, tu l'as dit aussi, premier de NBA cette saison alors que 7e l'an dernier. Donc voilà, déjà l'an dernier c'était pas mal. C'est juste que cette année ils ont eu un vrai step-up. En fait, un peu partout, quoi. Au niveau du panier, en termes de fréquence, d'efficacité, les lancers francs, les rebonds offensifs aussi, où ils passent notamment de 16e à 2e en termes de putback autorisé. Enfin bref, plein de petites améliorations, mais surtout mon chiffre, donc c'était 5, le 5% de turnover, parce que, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, il y a un peu toujours ce truc de, quand tu fais une défense, dans ton choix un peu stratégique et philosophique d'une défense, tu fais un peu un choix. Donc notamment des défenses qui vont être un peu traditionnelles pour avoir des gros protecteurs de panier, tu vas avoir certaines zones du terrain, certains domaines du jeu où tu vas être très bon, donc notamment protection de panier, rebond, etc. Mais tu vas pas forcément créer beaucoup de turnover. Et de l'autre côté, si tu as des défenses un peu plus agressives à la Toronto de l'époque Nick Nurse ou autre, tu crées beaucoup de turnover, mais t'es pas bon pour le rebond, t'es pas bon pour les fautes, parce que quand tu as une défense dynamique, il y a des mecs qui bougent partout, donc ils sont pas en place pour les box-out ou pour la protection de panier ou pour pas faire de fautes, etc. Et là, en fait, ce que je trouve remarquable avec Minnesota, c'est qu'il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est une défense qui est élite en termes de protection de panier, et en plus, t'as le meilleur des deux mondes, t'as aussi une création de turnover qui est fabuleuse. Donc c'est un peu comme si on avait mélangé les schémas de Utah de Rudy Gobert avec les schémas de Toronto de l'époque défense Nick Nurse ultra agressive, et donc t'es à la fois élite au panier et en création de turnover. Pourquoi ? Parce que déjà Gobert est assez plus dynamique qu'on veut bien le dire, ça on en reparlera peut-être plus tard, mais aussi parce que t'as une escouade de périmètre qui est fantastique, Edwards, McDaniels, Alexander Walker, même Mike Conley, même Naz Reid aussi qui est très bon en termes de perte de balles provoquées. Donc voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on a un peu la défense parfaite qui est le meilleur des deux mondes, à la fois solide, à la fois protection de panier, à la fois mobile, à la fois neutralisation de décalage dans le périmètre et même interception. On a un peu tout, quoi. Oui, ça fait penser à cet article que tu avais dû lire mais qui commence à dater, de Ben Folk, qui date d'il y a, je sais pas, 7-8 ans peut-être, où il expliquait qu'il y avait deux choix, en gros, deux modèles de défense et qui pouvaient pas marcher ensemble, une défense très agressive et une défense au contraire conservatrice. Et je crois que son exemple c'était à propos du Milwaukee Jason Kidd, donc c'est dire que ça commence à dater un peu. Qui était trop agressif, lui pour le coup, avec Milwaukee. Oui. Ça avait marché une année et puis ça avait plus marché du tout après. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'ils sont arrivés à combiner les deux. Et c'est assez remarquable, et c'est dû à une composition d'effectifs un peu unique, parce que déjà t'as pas beaucoup de Rudy Gobert dans la ligue, puis t'as pas beaucoup d'équipes où t'as comme ça 3 ou 4 joueurs qui peuvent être aussi agressifs sur le porteur de balle. Allez. Oui, d'accord, c'est un peu une anomalie. C'est une anomalie cette équipe. C'est comme si tu avais pris le Jazz de Gobert et tu avais rajouté tous les mecs qui étaient mauvais en défense. En fait, tu les remplaces par des mecs d'élite dans le périmètre. Du coup, ça change tout en fait. Donc voilà, je pense que c'est assez unique. Bon, tu le payes aussi un peu en attaque, comme on a dit, parce que c'est pas tous des bons shooters, mais peut-être on y reviendra plus tard. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.